Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce jeudi 12 décembre 2024. Le portrait de la semaine s'intéresse ce soir à une entrepreneure acharnée au travail. Olga Yenou veut faire de la Côte d'Ivoire un pays hautement tourné vers la transformation du cacao. Les détails tout à l'heure. À l'international, Donald Trump, président élu pour un deuxième mandat à la tête des États-Unis, a été désigné personnalité de l'année 2024. C'est la deuxième fois que le républicain reçoit cette distinction. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Olga Yenou veut faire de la Côte d'Ivoire un pays hautement tourné vers la transformation du cacao. Elle comptabilise de nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'emballage métallique et aussi dans la transformation du cacao. Cette dame entrepreneur acharnée au travail dispense aussi des cours de management à de hauts cadres ivoiriens. Son portrait est dressé par Laurence Kakra et Kader Bachil. Olga Yenou, mère de famille, est ingénieure en électromécanique. Elle a 11 années d'expérience dans la fabrication d'emballages métalliques et dans la transformation du cacao. Sa spécialité, les produits semi-finis et finis. Dans ma carrière d'ingénieure électromécanicienne, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler dans une usine de transformation de cacao au niveau de la production et ensuite de la direction de l'usine. Donc cette partie de ma carrière m'a permis de découvrir le cacao, sa transformation. Cette initiative qui valorise le cacao ivoirien est née de sa volonté de montrer les bienfaits de ce produit sur la santé et d'être une source de motivation dans l'entrepreneuriat. Dans mes recherches, je me rends compte que le cacao n'est pas un fruit sucré du tout. En plus du fait que ce n'est pas sucré, c'est bon pour la santé. Dès lors, je me suis dit, bon, je peux apporter cette contribution-là qui est de développer des produits de cacao que les adultes vont apprécier. Tout est venu de là, de la volonté de faire quelque chose de nouveau sur le marché du cacao. Le choix des fèves de cacao ne se fait pas au hasard. Les fèves sont sélectionnées avec soin afin de garantir la qualité des différents produits. Cet atelier qui est ici, on fait du nettoyage pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, on pressèche et on décortique parce que pour faire les produits du chocolat, on n'a pas besoin de la coque. Donc à un moment donné, on décortique, on enlève la coque et on garde les grains de cacao qui est la partie noble pour poursuivre le processus après. Pour la transformation des fèves de cacao en produits semi-finis et finis, Olga Yenou dispose de 2 unités. Nous sommes dans l'unité de conditionnement. On a une première transformation à San Pedro, on achète les fèves, on transforme en poudre, en beurre, en masse. Et ici, puisqu'on est à Abidjan, on fait venir la poudre ici et on fait du conditionnement dans plusieurs types d'emballages. Pour sainer l'environnement de la transformation du cacao, nous nous rendons à San Pedro, où se trouve la plus grande unité. Olga Yenou nous explique le choix de cette ville. La transformation à San Pedro à 90%, c'est pour l'exportation. À partir de la fève, on va aboutir aux produits semi-finis, les dérivés de cacao, la masse, le beurre, le tourteau, la poudre de cacao. Et tous ces produits-là, 90% sont exportés par le port de San Pedro vers les États-Unis, l'Europe essentiellement. Voilà les 2 continents où on exporte nos produits dérivés. Et une toute petite partie, on va dire 10%, va dans notre petite unité d'Abidjan pour faire les produits finis pour la boisson chocolatée. Jordan Kolia, responsable d'usine, met en avant les qualités d'Olga Yenou. Madame Olga, c'est une dame qui est très dynamique, visionnaire. Moi, je l'appelle dans mon cœur, mon professeur, parce que chaque fois que j'ai l'habitude de travailler avec elle, j'apprends. Et c'est vraiment une dame qui est passionnée vraiment du secteur. Et c'est vraiment un modèle que la Côte d'Ivoire doit pouvoir brandir. Parce que ce genre de femmes ne sont pas nombreuses en Côte d'Ivoire. Pour le conditionnement de ces produits, Olga se sert de son unité de transformation installée dans le district d'Abidjan. C'est une unité, on va dire, elle est expérimentale. Sa taille, c'est parce qu'on veut expérimenter. Mais malgré qu'elle soit petite, on est allé jusqu'à la certification HACCP. Nous sommes en agroalimentaire. L'hygiène, la sécurité alimentaire est primordiale. Donc, la taille est réduite, mais tout ce qui doit être fait est fait pour que le consommateur soit satisfait. Olga se rend dans un supermarché de la place pour voir le positionnement de ses produits. Il m'arrive comme ça d'aller faire des tours
pour voir quel est le positionnement parce que le cœur de cette affaire-là, la finalité, c'est la vente. Et la vente se fait via les supermarchés qui nous donnent leurs rayons. Et donc, j'arrive, je regarde comment est-ce qu'il y en a déjà, est-ce qu'on n'est pas en rupture et est-ce que c'est bien positionné. Et quand on a la chance de voir sur place un client qui s'apprête à prendre nos produits, ça fait tellement plaisir. Donc, j'aime bien faire ce genre de tournée-là de temps en temps. Romiade Bounon, vendeur dans ce supermarché, nous explique que les produits d'Olga Yenou s'écoulent bien. Les produits ont une bonne rotation, avec une satisfaction pour dire que ces produits sont de très bonne qualité. En plus de cette activité qui nécessite beaucoup d'ardeur, Olga Yenou est enseignante en temps partiel. Dans cette salle, elle dispense des cours à des hauts cadres de l'administration ivoirienne. Le cours d'aujourd'hui qui concerne la gestion de soi. Comment est-ce qu'on se gère par rapport aux promesses qu'on s'est faites à nous-mêmes? En tant qu'adulte, on se fixe des objectifs. Comment est-ce qu'on est discipliné vis-à-vis de ces objectifs-là pour les atteindre? Comment est-ce qu'on arrive à concilier sa vie professionnelle, sa vie de famille, sa vie à l'extérieur avec les amis? Parce que toutes ces composantes-là interviennent dans notre réussite. Ces enseignements sur le management d'entreprise sont appréciés des apprenants. Ils ne tarissent pas d'éloges à son égard. Madame Olga Yenou est une très bonne formatrice qui sait communiquer son savoir, sa riche expérience. Et ce matin, elle nous a présenté des situations sur la direction des personnes, sur les ambitions personnelles, sur comment gérer la carrière, comment la préparer, comment gérer ses ambitions au sein d'une entreprise, mais également comment cultiver les valeurs humaines, les valeurs sociétales, les valeurs de probité, les valeurs de vie en société, les valeurs de compétences et tout ce qu'il faut dans le management pour pouvoir être un collaborateur ou un partenaire fiable. On prend du plaisir à suivre ses cours parce que cette dame-là, elle sait faire passer son message. Avec Olga, c'est surtout les concepts de management qu'elle arrive à transmettre à ses étudiants. Olga Yenou est un modèle à suivre. Ses expériences antérieures lui ont permis de se lancer dans la transformation du cacao. Ses produits sont appréciés tant sur le marché national qu'à l'international. Elle envisage d'employer encore plus de personnes et se hisser au rang des multinationales. Et sa passion pour la transformation du cacao n'entache en rien son amour de transmettre son savoir en management. On peut le dire, inspirante et modèle de leadership, Olga Yenou est aussi une source d'admiration. Une information moins reluisante à présent avec ce SOS. Âgé de 19 ans, Hassan souffre d'une malformation anorectale. Il fait ses besoins grâce aux poches de stomie qui coûtent 5 000 francs CFA l'unité. Un coût exorbitant pour ses parents qui n'ont plus de moyens pour assurer ses charges. D'où ces cris de cœur au micro de notre reporter Georgette Ido Fofana. Attention, certaines images pourraient choquer. Âme sensible, s'abstenir. Hassan, 19 ans, contraint d'abandonner l'école en classe de 4e il y a maintenant 3 ans. Hassan souffre d'une malformation de l'anus et du rectum. Conséquence, il n'arrive pas à évacuer les selles par le passage naturel. Il est donc obligé d'utiliser des poches de stomie. Depuis qu'il est né, on voit qu'il ne va pas à la scène normalement. Une semaine, il pleure tout le temps. On est parti à l'hôpital. C'est là qu'ils ont vu que son anus là, qu'il y a un problème. Donc depuis ce jour jusqu'à maintenant, ils ont fait 3 opérations, mais on voit que ça n'allait pas. La nuit même, il ne dort pas. La nuit, s'il dort aujourd'hui, demain, après-demain, ça n'allait pas. On ne dort même pas. Donc on veille sur lui jusqu'à matin. Donc on ne sait pas comment on doit faire. Pas d'anus, pas de rectum. Il a fallu 3 interventions chirurgicales pour une meilleure évacuation des selles. Mais rien n'a marché. Tous les jours, c'est nous, on est à l'hôpital. Tous les jours, ordonnance, c'est ordonnance. Souvent, on a ordonnance beaucoup, là. On ne peut même pas acheter, mais c'est difficile de manger souvent. On se réveille le matin comme ça, là. Le matin jusqu'à la nuit même, là. À cause de lui, son maladie, et puis pour aller à la maison, il y a ses frères, et ils vont à l'école. Et tous les jours, ils sont à la maison, ils l'ont renvoyé, Nous-mêmes, on ne sait même pas. À cause des maladies de leurs frères, là, c'est l'argent qu'on gagne, là, c'est à lui on soigne. Donc à cause de ça, ça joue sur l'école de ses frères et ses sœurs.
Les parents démunis ne savent plus quoi faire. On n'a plus d'argent, on a sollicité pas mal de personnes. Aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, personnellement, j'ai beaucoup dépensé pour ce petit. Mais je vois qu'il n'y a pas, il n'y a rien. On n'a plus rien, nous sommes à bout. Le papa même est fatigué, il n'a rien. La maman, elle aussi, elle n'a rien. On ne sait même pas où se diriger. Donc vraiment, on demande pardon aux personnes de bonne volonté de venir en aide, de nous aider pour que ce petit aussi vive comme ses autres camarades. Malgré sa souffrance, Hassan reste optimiste. Il croit en sa guérison, il croit à son retour prochain sur les bancs de l'école. Selon une étude menée en 2019 au CHU de ville de Yopougon, 7% des bébés naissent avec cette malformation anorectale. Toujours dans l'actualité nationale, la chefferie de l'île Boulet 2, village de la commune de Yopougon, a animé une conférence de presse pour interpeller les autorités sur les tensions qui mettent à mal la cohésion sociale dans leur localité. Elle a profité de cette occasion pour rappeler la bonne relation qu'elle entretient avec le village de Niangon-Lokwa depuis des décennies. Les détails avec nous, Sangaré. Agression quotidienne, usurpation de titres, vente illicite de terrain, des situations auxquelles font face les habitants de l'île Boulet 2 depuis quelques mois. Ce qui met à mal la cohésion sociale dans ce village situé dans la commune de Yopougon. Une situation déplorée par les populations. Nous sommes résolument tournés vers le développement, l'harmonie, le vivre ensemble. Cher au président Alassane Ouattara, désormais, les mesures seront prises en collaboration avec les autorités à l'effet de préserver la cohésion sociale et la paix sur l'île Boulet 2. La chefferie de cette île, située dans la lagune ébriée, rappelle à toutes fins utiles la bonne relation qu'elle entretient avec le village de Niangon-Lokwa. Niangon-Lokwa qui a décidé que l'île Boulet soit village. C'est Niangon-Lokwa qui a écrit au ministère de l'Intérieur et la préfecture que l'île Boulet soit village, sur la demande de la population de l'île Boulet. Puisque Niangon-Lokwa a installé nos parents ici depuis 1942 à l'île Boulet, Niangon-Lokwa est le village tuteur de l'île Boulet 2. Officiellement reconnu comme village le 12 août 2024, l'île Boulet 2 s'étend sur une superficie de 1850 hectares et regroupe 4 campements. Sédhi Kro, Ngandi Kro, Johnny Kro et Jean Kwame Kro. Et puis bientôt les fêtes de fin d'année, une période synonyme de risque d'accidents accrus sur les routes. La 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a pris fin le 10 décembre dernier. À Mans, les responsables en charge du transport ont pris un engagement, celui de 0 accident durant cette période festive. Reportage Gervais Kwasi et Georgette Ido Fofana. Point d'accident de la circulation en cette fin d'année. C'est l'objectif majeur que se sont assignés les responsables des transports de la ville de Mans à l'ouest du pays. Accompagnés du corps préfectoral, le directeur départemental et ses collaborateurs ont sillonné les gares routières et les grandes artères pour une sensibilisation. C'était à l'occasion de la 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui s'est tenue du 3 au 10 décembre. Demander aux conducteurs de respecter la vitesse prescrite. Et nous avons demandé, avec l'aide des agents de force de sécurité, d'être beaucoup exigeants sur le port des casques, aussi le port de ceinture de sécurité, et demander surtout aux conducteurs d'éviter la consommation de l'alcool. Transporteurs et autorités administratives se félicitent pour cette campagne. Et surtout la prudence en cette période de fin d'année où il y aura un flux de personnes à transporter. Et ce flux-là, il faudrait qu'on arrive à faire partie du point A au point B sans difficulté et qu'il n'y ait pas d'incident ni d'accident. Ne mettez pas de pression au chauffeur, il sait qu'il a un niveau de vitesse qu'il ne doit pas dépasser, ne l'incitez pas à le faire. Ok? Cela il va de votre sécurité, cela il va de la sécurité de l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Le gouvernement tient à ce que vous soyez en vie. Si vous le voyez aussi aller trop vite, interpellez-le, demandez-lui d'aller doucement. Au dit des responsables en charge du transport dans le district des montagnes, la 23e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière pour ce mois de décembre ira au-delà du temps initialement imparti en raison de la densité du trafic pendant les fêtes de fin d'année.
Au vu de l'augmentation du nombre d'accidents pendant les fêtes de fin d'année, il est vital d'être prudent sur les routes et surtout garder la tête froide. Parlons à présent de célébration de l'excellence. Des talents ivoiriens de la diaspora ont été distingués à l'occasion de la 7e édition des rencontres adestives qui s'est déroulée du vendredi 25 au samedi 26 octobre 2024 à Port-Marly en France. C'était en présence du maire de la localité, du représentant du consul général de la Côte d'Ivoire à Paris. Retrouvons Georgette Ido Fofana. Ils sont 12 Ivoiriens diplômés de la diaspora distingués à l'occasion de la 7e édition des rencontres adestives, programme de mobilité internationale et de célébration des talents de la diaspora en France. Ces talents ivoiriens doivent leur statut de lauréat à leur sens de l'innovation, leur initiative à fort impact et à un excellent cursus académique. Connecter talents, entreprises et collectivités locales aux opportunités, c'est le thème au cœur de ce rendez-vous. Les rencontres adestives, c'est officiel. On a eu la première journée aujourd'hui qui a été couronnée de contenu sportif. On a eu des panels sur des sujets d'actualité parlant de la mobilité internationale. Il y aura du recrutement pour les gens de la diaspora, du job dating. Nous allons des rencontres B2B. L'excellence de la diaspora ivoirienne a été mise en lumière. Je suis très honoré d'avoir reçu ce prix. J'ai dit merci au RID et également aux membres du jury qui m'ont jugé digne de le recevoir. C'est un accomplissement, ça récompense un peu tout mon travail, tout mon dévouement pour mes études. Je remercie d'abord le RID qui m'a nommée lauréate et je promets de faire honneur à mon prix pour l'avenir sur le monde professionnel. J'ai trouvé que les échanges étaient très riches, à la fois sur la mobilité, sur les compétences et puis sur l'emphase qui était mise sur les actions sociales. Et puis je pense que ça engage tout le monde à agir ensemble pour justement former les talents de demain sur le continent. Et puis je pense que ce type d'événements, c'est des initiatives qui sont nécessaires pour la diaspora. J'étais très heureux d'accueillir cet événement, de voir tant de gens mobilisés autour de la cause ivoirienne. On voit bien qu'il y a un mouvement qui est en place et pour nous, c'était important de pouvoir l'accompagner. La 7e édition des rencontres adestives Paris 2024 a enregistré la participation du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Durant 2 jours, les problématiques de la diaspora, en l'occurrence sa forte implication au développement de la Côte d'Ivoire, étaient au cœur des échanges. Intéressons-nous au Salon du livre pour enfants et adolescents. Le Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville a abrité ce jeudi l'ouverture de ce salon qui met à l'honneur la littérature enfantine et la jeunesse, ainsi que l'éducation culturelle. À cette occasion, les jeunes lecteurs, leurs familles et les passionnés de livres se sont plongés dans un univers féerique peuplé de contes, d'illustrations et d'histoires venus des 4 coins du monde. Des précisions avec Sephora Zegui. Au cœur du Palais de la Culture Benadadier, le Salon du livre pour enfants et adolescents attire des milliers de visiteurs, jeunes et moins jeunes, tous unis par une même passion, la lecture. Parmi eux, une jeune élève, Ashley Kwame, qui se distingue par son amour de la lecture depuis son plus jeune âge. La lecture représente beaucoup pour moi, car la lecture permet d'ouvrir notre état d'esprit et nous permet de connaître aussi beaucoup de choses. Ashley Kwame, mais également beaucoup d'autres jeunes ici présents, incarnent cette génération avide de lecture. Pour eux, ce salon n'est pas seulement un lieu de découverte, c'est un lieu d'inspiration où les livres ne sont pas simplement des objets, mais des fenêtres ouvertes sur l'avenir. C'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien, très inspirant. J'ai bien écouté tout ce qu'ils nous ont dit et puis j'ai décidé, moi, en tant que jeune élève, de me mettre à plus lire et à déposer mon téléphone. Le Saléa 2024 veut encourager la lecture chez l'enfant à travers les parents et promouvoir l'accès à la culture pour les plus jeunes. Désormais, il faut qu'ils soient les exemples de lecture pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème cette année. Parents, lisons et faisons lire nos enfants pour amener la cellule familiale à cultiver, à construire ce cadre de lecture en famille. Nous voulons vraiment inciter notre jeunesse, ce qui est le pilier de demain, l'avenir de nos civilisations, à lire un peu plus, de manière à se cultiver et être capable de faire face aux défis du monde. Et si on ne lit pas, on n'est pas en mesure de pouvoir
compétir avec un Européen, un Asiatique, et toute la connaissance se trouve malheureusement encore dans les livres. C'est bien plus qu'un événement culturel, c'est un véritable appel à l'action, un appel à transmettre cette passion pour la lecture aux plus jeunes afin de bâtir une Côte d'Ivoire où les livres ouvrent la voie à l'épanouissement et à la réussite selon Françoise Remarque. Au-delà, bien sûr, de tous les enjeux du numérique, de l'intelligence artificielle, nos enfants ont besoin de repères, nos enfants ont besoin de modèles. Oui, le numérique est important, on ne peut pas aujourd'hui s'en passer, il est porteur d'évolution, mais il doit aussi être encadré et c'est pour cela que l'implication des parents est fondamentale. L'implication autour des valeurs de la lecture est fondamentale. Le Salon du livre pour enfants et adolescents, un rendez-vous à ne pas manquer du 12 au 14 décembre pour plonger dans l'univers merveilleux des livres et de la lecture. En sport, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra, a tenu une conférence de presse le mardi dernier au siège de l'instance à Marcory pour dresser son bilan après un an d'exercice et fixer les objectifs pour le reste de son mandat. Le compte-rendu de Moyabi Diabaté dans nos prochaines éditions. À l'international, Donald Trump, président élu pour un deuxième mandat à la tête des États-Unis après avoir été condamné par la justice, a été désigné ce jeudi personnalité de l'année 2024 par un magazine américain, une annonce qu'il a célébrée à la Bourse de New York où il a été vivement applaudi. Le républicain, au centre d'un comeback politique époustouflant, avait déjà reçu cette distinction en 2016 lors de sa première victoire surprise à la présidentielle contre la démocrate et favorite des sondages, Hillary Clinton. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Avec beaucoup de plaisir, je serai encore des vôtres demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée.